Discussion avec Rémi Giguère, l'entraîneur de la ligne en attaque à l'Université de Sherbrooke pour le Vert et Or. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de sa transition rapide de joueur à entraîneur, c'est-à-dire il est devenu entraîneur universitaire l'hiver qui a suivi l'automne de sa dernière saison. On a parlé de la fois où il est devenu coordinateur offensif à 2 semaines de préavis. On a parlé aussi de... C'est quoi d'autre qu'on a parlé? De comment il s'est préparé, en fait, à devenir entraîneur rapidement. Oui. Qu'est-ce qui est si on peut dire, particulier avec Rémi, c'est c'est de ça aussi qu'on a parlé, c'est quand il a commencé à coacher, tu l'as dit, il avait été joueur il n'y a pas longtemps, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de différence d'âge avec ses joueurs, puis aussi, Oui. il n'y a pas si longtemps, il jouait contre ces joueurs-là. Oui. Là, il se retrouve à coacher cette équipe-là. Aussi c'est ça, c'est de toute la préparation qu'il a faite au cours des années pour continuer à s'améliorer. Rémi, il dit dans notre discussion qu'il veut devenir le meilleur entraîneur de ligne à l'attaque possible. Fait qu'il met tous les efforts pour y arriver. Puis ça ressemble à ça. Et Rémi, il a fait 3 saisons au niveau universitaire comme entraîneur, puis on peut dire qu'il en a vu des affaires depuis qu'il a Parcours commencé sa vraiment atypique. carrière. Oui, vraiment. Yeah, man. On commence ça comme ça, je pense. On commence comme ça. Bon C'est parti. podcast. Bon podcast. Pierre? On passe ça. Je viens de peser sur le bouton record là. Fait que question habituelle dans ces temps de confinement. Comment ça va de ton côté? Puis est-ce que tu continues à parler à tes joueurs assez régulièrement pendant ces temps-là? À quoi ça a affecté aussi votre préparation pour la prochaine saison? Personnellement, ça va très bien. Ça fait plusieurs semaines qu'on est à l'écart du bureau. De mon côté, moi et ma copine, on a eu la chance là, de travailler un peu sur notre aménagement à la maison. Donc, on a réussi à se monter un beau petit bureau qui nous permet d'être ultra efficace. Donc, ça, je trouve que c'est super le fun. Puis le fait que ce bureau-là soit efficace, ça nous permet d'avoir un bon suivi avec les joueurs de l'équipe. Bien évidemment, moi, je suis coach de ligne à l'attaque, donc j'ai une bonne relation et un bon contact avec Neoline à chaque semaine. J'ai des rencontres individuelles avec eux à chaque semaine aussi. Donc, sur la majorité de mes O-line, j'ai la chance de discuter avec eux à chaque semaine, encore une fois, de 10-15 minutes quand j'ai une réunion avec eux. Puis nous, en interne, ben, on a un suivi avec certains joueurs là, qui ont été attribués pour chaque entraîneur. Donc, ça rajoute le nombre d'individus avec qui on a un suivi. Donc, on maintient là, une belle relation avec ces gars-là, puis ça nous permet aussi de savoir là, comment ils vont d'un point de vue là, mental, d'un point de vue physique, l'école, comment ça va, financièrement, comment ça va. Donc, sans dire qu'on a un suivi très, très, très proche, mais pas loin. Donc, on a une bonne idée de comment les gars y vont. Donc, ça nous donne là, une bonne idée globale de l'entièreté de la santé du programme présentement, même si on n'est pas à l'université. Ces gars-là, tous les jours. Je suis bien content du déroulement de notre organisation jusqu'à présent. Good. On aimerait ça que tu nous parles. En fait, on se pose beaucoup de questions dans ton cas, à savoir comment s'est passée la transition de joueur à entraîneur. On se connaît assez là, quand tu jouais pour les Carabins à l'automne, puis dès l'hiver suivant, tu étais déjà entraîneur au même niveau dans lequel que tu venais de jouer, là, dans lequel que tu venais de finir ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de comment s'est passée cette transition-là? Puis à partir de quand aussi tu savais que tu voulais devenir entraîneur? C'est une excellente question. C'est bizarre, mais il n'y a pas grand monde qui m'ont posé cette question-là en général. La piqûre du coaching, pour moi, a toujours été un peu à l'intérieur de moi depuis un jeune âge. Quand j'étais juvénile, j'avais un coup de main au cadet, au benjamin, comme coach de ligne à l'attaque.
Quand je suis rentré au cégep, avant la première année où j'avais du temps, ben, je réinvestissais encore une fois avec le juvénile et le cadet à l'école secondaire de l'Amitié. Donc, j'essayais toujours de redonner. En plus de ça, j'essayais de m'impliquer dans des petites cliniques, dans des camps qui étaient disponibles proche de ma région. Donc, à jeune âge, c'était toujours présent pour moi. Quand je suis arrivé à l'université, ben là, maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour moi de m'impliquer là, avec mon cégep ou l'école secondaire. C'est bien évident. Mais j'ai eu la chance, justement, de vous côtoyer à l'école entre les lignes. Puis ça a comme été là, un retour au coaching, l'histoire d'une fin de semaine. Puis sans dire que ça l'a rallumé la flamme, ben, ça l'a aidé, évidemment, à me prouver que j'avais un amour profond avec le coaching. Mais le moment clé de ce turnaround-là en tant que joueur et entraîneur s'est fait lors de ma dernière saison universitaire, où est-ce que j'ai voyagé en Arizona pour rencontrer le Charles Bentley. Où est-ce que ces 5 jours-là en Arizona a complètement changé ma perspective du football, de la position de la ligne à l'attaque. Ça m'a tellement motivé que j'avais juste envie de redonner. Quand je suis revenu à Montréal cette année-là, ben, c'était drôle parce que j'avais une très belle relation avec mon coach de ligne à l'attaque, Tony Adona à l'époque. Puis on se posait des questions. Quasiment si on faisait des meetings ensemble, on parlait de ce que j'avais appris. Après ça, on parlait du cours clinique. Il me passait des DVD pour regarder le cours clinique. Puis on était toujours en train de parler. Sans dire que j'étais comme un assistant à l'Université de Montréal, mais Tony voyait que j'avais vraiment un désir à devenir un entraîneur, donc il m'aidait énormément. Donc, ça, c'était le fun. Puis, il permettait aussi de travailler avec les recrues qui rentraient. Là, un gars comme Bessette, qui passait beaucoup de temps avec moi sur l'année recrue. Puis qu'on parlait de la technique, de ce que j'avais appris en Arizona. Donc, ce moment-là, vraiment, a été un game changer pour moi. Puis, je m'étais dit, peu importe ce qui se passera dans ma carrière d'athlète, dès que ma carrière d'athlète va être terminée, je vais vouloir m'investir dans le coaching. Il arrivera ce qui arrivera. Jamais à cette époque-là, je m'étais dit, je veux coacher universitaire. Tu sais, personnellement, je me disais comme c'est pratiquement impossible pour l'instant. Mais une rencontre avec Danny m'avait légèrement là, ouvert une porte qu'il pourrait y avoir une possibilité à la fin de ma saison de peut-être devenir coach de ligne à l'attaque universitaire si tout s'alignait. La raison était fort simple, c'est que Tony Adona allait annoncer sa retraite à la fin de cette saison. Donc, la saison passe, tout va bien évidemment. J'ai aucun appel d'équipe professionnelle. Donc, dès qu'on perd notre match de la Coupe d'Undsmore contre Laval à Laval, je fais le ménage de mon vestiaire immédiatement. Puis, c'est comme si cette soirée-là était ma dernière soirée en tant qu'athlète. Puis là, je me dis, bon, ben, je suis prêt à m'investir dans le coaching. Quand j'essaie de m'investir dans le coaching maintenant, c'est pas tout le monde qui était au courant, c'est pas tout le monde qui le savait, mais au fil des semaines, au fil des jours, il y avait du monde qui commençait à me dire qu'il était intéressé peut-être à mes services. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer certains entraîneurs collégiaux. J'ai eu certaines offres qui étaient fort intéressantes, mais encore une fois, j'avais en tête l'offre de Danny qui m'avait dit qu'il pourrait y avoir une possibilité. Donc, j'ai eu une entrevue avec Danny, ça a super bien été. Quelques jours après, il m'a appelé pour me dire que il n'y avait pas de. Je n'avais pas été sélectionné pour le poste, puis il m'avait dit que ça avait été coach Pronovo qui a eu l'opportunité. Donc, au moment que j'ai dit ça, j'étais comme, bon, j'habite à Montréal, je travaillais pour le Canadien de Montréal à l'époque, donc j'avais un emploi sur l'île, donc tout allait bien. J'avais certains cégeps qui étaient prêts à m'offrir une opportunité comme coach de ligne à l'attaque, donc c'était intéressant. Jusqu'au jour où est-ce que mon ancien préparateur physique, Xavier Roy, m'appelle pour me dire « Serais-tu intéressé d'un coacher à Sherbrooke, par exemple, si quelque chose serait possible pour toi? » Je suis comme malade, tu sais, ça fait 5 ans que je compte Sherbrooke, tu penses sérieusement qu'ils vont vouloir m'engager comme coach? Il me dit « Laisse-moi regarder de mon côté. » Quelques jours passent, puis au moment où il me redonne des nouvelles, il me dit « Coach Lecomte serait intéressé de te parler. » Je suis parfait. Il dit qu'il m'appelle quand il est disponible. Quelques jours passent, je n'ai pas d'appel, puis un dimanche, je me rappelle, un dimanche, j'étais chez ma copine, puis je reçois un coup de téléphone. C'était Coach Lecomte. Puis Coach Lecomte qui arrive, puis il commence à me parler, puis moi, j'étais supposé de redescendre à Montréal. Donc, j'étais de Valleyfield, puis je redescends à Montréal, puis mon beau-frère est dans la cuisine avec moi, je lui dis « Faut que je prenne l'appel. Tu veux-tu me faire un livre, puis on descend à Montréal ensemble? » Mon beau-frère, il me descend jusqu'à Montréal en char, puis moi, je suis au téléphone. Puis finalement, on parle pendant des heures. 2 heures et demie après,
vraiment, c'est comme 2 heures et demie, c'est comme une entrevue téléphonique, si on veut. Pour ce compte, il me dit, je suis vraiment intéressé à te rencontrer, tu peux-tu venir à Sherbrooke mardi? Je dis, absolument, parfait. Fait que je me présente le mardi, puis l'entrevue, tout va bien, puis il me dit, je suis prêt à te prendre avec le VR, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça a pris quelques instants pour dire oui, je suis vraiment prête. J'en avais déjà parlé avec ma copine, puis on était prêts à embarquer dans ce bateau-là tous ensemble. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Donc, cette transition-là s'est tellement faite rapidement. Les entrevues ont tellement été nombreuses que je n'avais pas le temps de penser à ce qui se passait. Puis, dès que j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit, il faut que je les ouvre. C'est un no-brainer. Je vais en faire une carrière. Je suis prêt à sacrifier bien des choses pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Puis, tout s'est bien aligné pour moi. Donc, quelques jours après, toute ma belle famille, on partait au Mexique en vacances. Donc, j'ai comme eu 2 semaines pour penser à tout ce qui s'en venait un petit peu. Ça va être quoi quand je vais coacher un O-line contre qui j'ai joué, mais encore plus quand je vais côtoyer des D-line contre qui j'ai joué. Donc, j'en ai parlé, j'ai fait des lectures, j'avais amené plein de livres sur le football, sur le coaching. Puis, y a-t-il des choses que je peux prendre avec moi en ce moment que je peux appliquer rapidement? Puis, j'en suis venu à la conclusion que ma première année, je devais me faire accepter. Pour me faire accepter, ben, c'était pas d'être des chums avec les gars, puis d'aller au bar avec eux, puis de parler comment ça se fait à Montréal, puis tout, mais c'était d'être très professionnel dans mon approche avec les gars. Donc, moi, je suis quelqu'un j'adore avoir une belle relation avec mes joueurs, mais quand moi j'ai 25 ans puis mon centre partant en a 24, ben, la relation est un petit peu différente. Donc, ma première année, c'était vraiment de me faire accepter par les gars, puis ça a super bien été. Les gars ont vu que je mettais beaucoup de temps, beaucoup d'heures. J'ai amené des techniques qui étaient différentes pour passer. Donc, les gars ont vraiment apprécié ça. Les gars ont vraiment aimé ça. J'avais une certaine notoriété, si on veut, due au contact avec le Charles. Évidemment, 4 ans, le Charles, il commençait à être vraiment populaire. Donc, les gars étaient un peu impressionnés que j'avais un contact avec ce gars-là aussi. Donc, tout ça m'a aidé à bien me faire accepter dès ma première année. Puis ensuite de ça, d'année en année, là, ton rôle commence à être différent. Présentement, ma 4e année, les recrues que je recrute sont un petit peu plus distantes que moi. Ils ont 18 ans, là, je suis rendu à 28. Donc, un petit 10 ans de différence. Les gars commencent à me respecter. Donc, j'ai un petit peu plus d'autorité, même si ce n'est pas nécessairement mon style de coach ou est-ce que c'est ça que je fais, écoute-moi, mais je suis beaucoup plus à l'écoute de mes joueurs. Donc, cette transition-là, c'est vraiment bien faite. C'est sûr qu'on a eu du plaisir, on a eu du fun. Des fois, les gars, ils sortaient des clips, des D-line qui m'avaient battu sur un jeu, quoi que ce soit. Puis moi, je retournais voir mon huddle, puis je sortais des clips, puis je commençais mes meetings des fois avec des clips comme ça. C'est ça qu'on veut voir, les gars. Puis là, j'étais capable de rendre ces petits moments-là comiques avec les boys. Les gars ont vraiment eu mon bac de ma première année aussi. Puis les vétérans aussi étaient vraiment, je pense, un gars comme Antoine Demers, Francis Lapointe, Jonathan Forêt, Jérémy Paquin. Ils ont vraiment eu mon bac de ma première année. Puis ça m'a aidé à bien m'intégrer dans le football universitaire. Donc, cette transition-là, c'est vraiment bien passé. J'ai bien répondu à la question. Oui, mais absolument plus même. J'avais plein de questions par rapport à ça. Puis, entre autres, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un gars qui un peu comme toi, là, qui vient de finir sa carrière de joueur et qui commence à coacher? Toi, tu l'as fait à un niveau, je dirais, extrême, là, c'est-à-dire que tu as fini de jouer universitaire et tu as commencé à coacher universitaire, mais c'est quand même pas si rare, là, des gars qui finissent de jouer, mettons, collégial puis qui retournent des fois coacher collégial ou même des gars qui finissent de jouer juvénile qui retournent coacher cadet. Le fait, tu en as parlé un peu, là, mais le fait que tu aies pas une si grosse différence d'âge, ça a été quoi, des actions concrètes ou ton approche par rapport à ces gars-là? Même peut-être comment tu t'es présenté à ces gars-là au début? Sans m'être présenté à ces gars-là, je suis vraiment, quand je me suis présenté auprès des joueurs, je suis vraiment resté naturel puis de la façon de comment moi je suis en général. Mais mes premières années universitaires, c'est arrivé à peu près au même moment que Sean McVay était devenu head coach des Rams de Los Angeles. Puis il y avait un analyste de la NFL qui avait dit les joueurs
l'âge, c'est pas un facteur. Ça ne dérange pas. Les gars, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que tu dis. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu backé, ça fonctionne-tu? Est-ce que tu es capable, toi, de me rendre meilleur? Si tu es capable de le faire, ben, les gars vont t'écouter. Si tu fais juste dire, ben, moi, je suis capable de faire ci, ça, puis tu fais juste parler de tes exploits personnels, les gars vont décrocher, les gars vont pas être capables de t'écouter. Donc, moi, il fallait que je sois capable de backer mon knowledge avec des faits, avec des techniques qui vont permettre à ces joueurs-là qui ont un an moins que moi à devenir meilleurs, à devenir plus performants. Donc, c'est pour ça que je m'étais vraiment backé avec le Charles, qui était complètement différent. Puis moi, la technique que j'avais appris en Arizona, je l'avais appliquée à ma dernière année. Donc, je le savais que ça allait bien. Ça avait été ma meilleure année personnelle. Bien, à mon humble avis, ça avait été ma meilleure année, ma dernière année. Donc, j'étais vraiment gonflable, puis confiant que la technique que j'allais amener allait permettre ces joueurs-là à devenir meilleurs. Puis, j'ai été choyé. Pourquoi? Parce que ces gars-là ont eu du succès. Ils ont embarqué dans le projet. Ils ont aimé ça. À la fin de ma première année, j'ai été... ensemble, on a eu l'opportunité de mettre 2 gars sur l'équipe d'étoiles au Québec, quelque chose qui s'était rarement fait à Sherbrooke. Puis, mon centre avait été nommé sur la 2e équipe All-Canadian. Donc, pour eux, c'était concret, c'était du concret. Fait que les gars, ils se sont dit, ça fonctionne, ça marche. Puis, je reviens encore une fois à l'entrevue de Sean McVay. Je trouve ça tellement intéressant. Puis, c'est ça que les gars s'attendent. Comme, je m'en fous que tu aies 25 ans. Es-tu capable de me rendre un meilleur joueur de foot? Si oui, ben on va t'écouter, on va embarquer là-dedans. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis depuis ce temps-là, ben, les gars embarquent. Pourquoi? Parce qu'ils voient une progression, ils voient un succès, ça fait du sens. Et les gars aiment ça. Donc, de ce côté-là, c'est ce que je dirais à un jeune entraîneur. Assure-toi de maîtriser tes bases. Puis, tous les entraîneurs de haut niveau vont parler des fondamentaux. C'est toi, en tant qu'entraîneur, de faire l'exercice de savoir c'est quoi les fondamentaux de la position que j'enseigne. Ça peut être receveur, demi-défensif, linebacker, peu importe la position, trouve les fondamentaux, puis assure-toi d'être excellent dans cette facette-là pour être capable de l'enseigner à tes joueurs. Donc, au moment que tu es capable d'être fort là-dedans, ben, les gars vont commencer à believe dans ce que tu dis. C'est à ce moment-là que tu es capable d'aller plus vite dans ton cheminement. Donc, c'est ce que je dirais, puis de ne pas avoir peur, de ne pas toujours avoir les réponses à tout. D'un point de vue technique, à ma première année comme entraîneur, je me qualifiais comme quelqu'un de très bon. Encore une fois, d'un point de vue technique, chaque année, je continue à m'améliorer. Mais il fallait définitivement que je devienne un meilleur coach dans les schemes. Meilleur comprendre les protections, le run blocking, et tout. Et encore aujourd'hui, je suis un jeune coach, puis j'ai beaucoup à apprendre. Donc, c'est important de trouver les ressources, de vouloir trouver des gens qui sont prêts à t'aider. Puis, faut pas que tu aies peur de dire ben moi, je veux apprendre de ce gars-là, je veux rencontrer ce gars-là. Rémi Giguère vient de l'Assomption à la Nodière. Le Charles Bentley a été All-Pro pour les Saints. Puis pourquoi aujourd'hui c'est rendu un bon contact à moi et un ami? Parce que j'ai pas eu peur de me dire je m'en vais en Arizona, je m'en vais le rencontrer, je vais tout faire pour avoir une belle relation avec ce gars-là. Puis ça a fonctionné, puis ça a marché. Donc, cette relation bâtie. Donc, pourquoi pas un autre jeune coach qui est, je sais pas, moi, en Outaouais aujourd'hui, ne pourrait pas avoir ce succès-là. La seule personne qui va te ralentir là-dedans, c'est toi. Donc, si tu as peur d'aller plus loin, ben, tu ne vas jamais être capable de réaliser nécessairement tes rêves à la vitesse que tu veux. Donc, il ne faut pas que tu aies peur. Donc, c'est ce que je dirais à un jeune coach. Surtout de trouver, sans nécessairement dire ton mentor, mais trouver quelqu'un à qui tu vas apprendre, puis que tu vois qu'il y a du succès, puis que tu aimes ce qu'il fait. Ben, essaie de te coller à cette personne-là, puis ça va te donner un gros coup de main. Et encore une fois, l'âge, ce n'est pas un facteur. Au moment que tu es capable de te faire respecter, puis que les gars croient en toi, ben, c'est là que maintenant l'âge n'est qu'un chiffre. Tu mentionnes que le Charles Bentley, là, le séjour de 5 jours, oui, que tu as passé en Arizona a vraiment changé ta vision des choses par rapport à la position de ligne offensive. Exact. Comment tu comparerais parce que ça fait longtemps que tu jouais au foot quand même avant de croiser le Charles Bentley, c'est-à-dire que tu as côtoyé beaucoup de coachs différents et qualifiés, bien entendu. Tu sais? Absolument. Comment tu comparerais le avant et après de ces 5 jours-là? Quand je suis arrivé en Arizona, j'avais déjà une bonne base un peu parce qu'il postait des vidéos sur YouTube, sur sa plateforme à lui. En tant que joueur de football, j'étais toujours à la recherche de techniques, d'informations et tout. Mais j'étais toujours le style de joueur qui passait énormément de temps avec son coach de position pour justement en apprendre davantage
sur ce que le coach pouvait me donner et ce qu'il peut m'offrir. Mais une chose qui n'a jamais vraiment été claire, nette et précise pour moi, c'était le point de vue biomécanique et physique et scientifique de la position et du corps humain. Et le Charles, c'est surtout ça qui va mettre de l'avant. Comment le corps fonctionne, comment les mouvements fonctionnent. Et pour moi, ça a juste approfondi mes connaissances sur ce que j'ai besoin de savoir sur la ligne à l'attaque, de comment il bouge. Le principe de comment positionner tes fesses dans ton stance, tes épaules, la différence entre un 3-point stance et 2-point stance. Pour moi, c'était juste plus clair. Tout était plus clair. Puis il y a plein de choses que mes coachs m'avaient enseignées, mais que lui a mis dans d'autres mots. Puis que mon coach savait exactement ce que lui enseignait. C'est juste que les mots n'étaient pas nécessairement amenés de la même manière. Donc, il y a des choses qu'il expliquait. Puis comme moi, oui, je connais ça, c'est vrai, ça fait du sens pour tout. Il y a d'autres choses qui ont ça juste le déclic. Pour moi, tout était clair maintenant. Donc, c'était un peu flou auparavant, mais je réussissais à passer à travers parce que j'investissais beaucoup de temps dans des camps de perfectionnement avec Primo Prod, Challenge Wilson, où le coach Couture était mon coach d'O-line. J'ai appris de ces personnes-là aussi. Donc, tu sais, c'est tous des excellents coachs d'O-line. Il y a plein de choses que le Charles enseigne, que eux enseignaient. C'est juste qu'on dirait pour moi que ce fog-là, ce brouillard-là a juste disparu quand je suis en Arizona. Puis maintenant, pour moi, tout était clair. Donc, au moment que j'ai cette vision-là, j'ai été capable d'établir une certaine structure dans mon développement de la ligne à l'attaque, d'avoir une priorité, de bâtir cette priorité-là avant autre chose. Donc, quand je suis arrivé à Montréal de mon vol, j'avais enregistré la conférence sur mon téléphone, puis dans l'avion, j'ai dû l'écouter à peu près 8 fois. Puis quand je suis revenu à Montréal, je la connaissais quasiment par cœur, puis je regardais les photos, puis j'essayais d'apprendre. Puis j'avais juste hâte d'arriver au Sepsum et d'aller essayer cette technique-là sur le terrain avec mon collègue qui était là, puis qui me donnait un coup de main en me filmant. Puis j'ai des clips de moi qui faisaient des drive 4 quand je revenais de l'Arizona. Puis c'est juste ce moment-là pour moi qui a été plus clair. Puis là, j'essaie de l'appliquer en essayant de comprendre comment il m'avait expliqué. Puis c'est là que tout faisait plus de sens. Tu as parlé aussi de... bon, tu n'as pas eu le poste au Carabin, mais puis finalement, tu t'es retrouvé à Sherbrooke. Puis l'autre situation qui n'arrive pas souvent, en fait, c'est tu t'es retrouvé à Sherbrooke, veux pas, à cause que le coach que les Carabins ont choisi était le coach de Sherbrooke. Exact. C'était Pronovo. Est-ce que tu as eu la chance de parler à Pronovo pour faire un peu une transition à Sherbrooke, puis peut-être même vice-versa, de toi parler de la O-line qu'il y avait au Carabin? Est-ce que vous avez eu la chance d'échanger dans le cadre de vos nouveaux titres? J'ai eu la chance de parler avec Coach Pronovo parce qu'il est enseignant à l'université, donc il y a un cours à l'université, okay. Donc des fois on se croisait dans le corridor, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de discuter mettons, des O-line respectives dans lesquelles on travaille et tout. Une des raisons, c'est que Marc-Claude était à son assistant à Montréal, donc il en connaissait pratiquement autant ou même plus que moi avec les boys. Donc, tu sais, Coach Pronovo n'avait pas nécessairement besoin de venir me parler pour savoir comment les gars travaillaient. Puis moi, ben, j'avais la chance d'avoir un de mes meilleurs amis d'enfance dans mon unité qui s'appelait Antoine Demers. Antoine Demers, c'était un de mes meilleurs amis d'enfance. On a joué ensemble à l'amitié. On jouait au hockey l'hiver ensemble. Quand je suis arrivé là, j'ai pris le temps avec lui d'en discuter. Puis, comme notre relation ami et coach va être différente un petit peu, mais aussi il m'a aidé énormément à comprendre les gars, savoir comment ils étaient et tout. Puis, ça m'a vraiment aidé. Puis en plus de ça, ben, le reste, l'ensemble du coaching staff qui était présent à Sherbrooke, c'était tout du monde qui était déjà dans Baptiste. Donc, ils m'ont vraiment bien briefé aussi sur tel gars, tel type d'individu. Puis ce gars-là, tu devrais bien t'entendre avec lui. Lui, ça va peut-être un petit peu difficile de faire ça. Mais en général, là, ça s'est super bien été. Puis encore une fois, pas aujourd'hui, là, mais des fois, régulièrement à l'université, je croise Coach Pronovo. Puis on parle un peu de football, on discute ensemble. Puis c'est toujours le fun de leur voir. Ça ressemble pas mal à ça. La position de O-line, c'est toujours particulier. Puis tout le monde a une vision, une réponse différente à la question que je vais te poser. Mais pourquoi tu penses que les groupes de O-line, la position de O-line dans une équipe de football est tout le temps si soudée? Là? C'est tout le temps un peu une équipe au sein de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais, je pense que ça arrive, ça. Ben, c'est une position qui est quand même assez particulière. J'essaie d'aller un petit peu plus loin.
loin, puis c'est ma perception personnelle. Les O-line, souvent, à jeune âge, puis je me rappelle très bien quand moi j'ai commencé à jouer au football, je voulais, vu que je suis quand même un gros bonhomme, ben, j'avais toujours l'intention de jouer D-line. Mon coach a dit t'es trop gentil toi, pour jouer D-line, tu vas aller jouer O-line. Fait que, tu sais, on est le style d'individu qui, sans dire qu'on a été mis de côté par notre gentillesse ou quoi que ce soit, tu sais, on est des bons gars. Puis je suis pas en train de dire que les D-line, c'est pas des bons gars. Il y en a des excellents gars qui font cette position-là. Mais moi, ça a été mon expérience quand j'étais jeune. C'est ça que je m'étais fait dire. Donc, je pense qu'à la base, en général, c'est que la majorité des O-line, c'est les gars aiment ça passer du temps ensemble. Puis bien évidemment, en tant que gros bonhomme, quand on parle de workout, d'entraînement, de course, bien souvent, on va toujours se mettre ensemble. Pourquoi? Bien, c'est pas toujours le fun de courir avec un DB quand il est toujours en train de te burner aussi nécessairement. Donc, tu vas toujours être ensemble d'une manière ou d'une autre. Parce que vous partagez un peu la même réalité. Tu sais, à jeune âge, des fois, tu es le plus grand et le plus gros. Tu n'es pas celui qui pogne le plus à l'école nécessairement. Fait, vous êtes ensemble, vous passez du temps ensemble, vous gamez ensemble. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, je pense que c'est un build-up d'année en année qui fait en sorte que, par exemple, rendu juvénile, ben, les gars, ça fait pratiquement 4-5 ans qu'ils sont toujours dans la même unité, toujours en train de jouer ensemble. Puis ça fait juste tisser des liens encore plus solides. Donc, tu sais, d'un point de vue externe que le football, je pense que c'est ça. Je pense à mes relations, là, mes bons teammates que j'ai au secondaire, au collégial et à l'université. C'est qu'on était toujours ensemble parce qu'on partageait pas majoritairement les mêmes visions, les mêmes réalités. Donc, c'est ça c'est mon opinion personnelle versus là, pourquoi les O-line sont toujours ensemble, toujours du plaisir ensemble, pourquoi ils vivent toujours. C'est qu'ils vivent la même réalité. Je pense que c'est similaire pour les autres positions aussi. C'est juste que les O-line, on essaie de leur donner un petit peu plus de love et de fame dans ce contexte-là parce qu'on n'a jamais dans une situation de game. On a 600 verges au total par la game. Running back a une grosse game. Receveur a une grosse game. Corner, une bonne game. On n'a pas de la O-line. Mais par contre, les O-line, c'est eux autres qui ont la meilleure des relations. All right, good. Nice. Je suis très content. Quand tu es arrivé pour ta première année à l'Université de Sherbrooke, ça a été quoi le bilan que tu as fait de ta première année? Puis est-ce que tu t'étais mis un objectif précis que toi-même tu voulais atteindre pour ta première année? Ma première année, c'était surtout une année d'apprentissage. Je devais apprendre, je devais m'adapter à la ville de Sherbrooke qui était un petit peu différente. Ça se fait quand même relativement rapidement. Mon coordonnateur offensif était anglophone, donc il fallait que j'apprenne à communiquer en anglais beaucoup plus, capable de bien interpréter sa philosophie et la façon de comment il voulait vraiment travailler. Pour moi, Brent Bailey, j'ai eu la chance de travailler dans le même bureau pendant un an au temps complet, puis c'était pratiquement un père pour moi. Il aurait pratiquement pu être mon père, vu à l'écart d'âge. Donc, j'ai appris énormément de ce monsieur-là, puis même principe pour le reste de l'ensemble du groupe d'entraîneurs à l'Université de Sherbrooke. Les autres, ils savaient qu'ils mettaient la main sur un jeune coach avec un certain potentiel, je pourrais dire. Donc, ils m'ont vraiment aidé à bien m'acclimater dans la réalité du football universitaire. Donc, j'ai appris beaucoup, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai communiqué avec d'autres entraîneurs que je connaissais aussi, pas nécessairement universitaires, mais collégiales, pour avoir des trucs. Donc, ma première année, c'était vraiment là, de l'adaptation, apprendre, savoir comment tout ça fonctionnait. Mais mon objectif était encore une fois, être capable de mettre une O-line sur le terrain qui pouvait compétitionner. Puis, sans dire que ça a vraiment été un résultat positif, mais oui, ça l'a été d'une certaine manière parce qu'il y a eu une certaine reconnaissance sur la ligne à l'attaque. On a eu du succès avec le jeu au sol en termes de protection aussi. Puis, ce que j'avais trouvé particulier en première année, c'est que j'avais eu plein de commentaires positifs par plein d'autres entraîneurs universitaires qui, après un temps, venaient me voir et me disaient à quel point ils étaient impressionnés de la progression puis de ce que la O-line pouvait faire. Puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis les entraîneurs qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, sachez que ça m'a fait vraiment chaud au cœur puis ça m'a donné beaucoup de motivation à vouloir devenir meilleur aussi. Donc, pour moi, ça a vraiment été ça le bilan de ma première année. C'était apprentissage puis être capable de mettre un produit compétitif sur le terrain. Puis ça a été positif. Puis votre fiche à votre première année, ça ressemblait à quoi?
Ça finit 2-6. Depuis que j'étais à Sherbrooke, on a toujours eu 2-6. OK. Donc, c'est pour ça que je ne me réfère pas trop à la fiche globale, mais à l'intérieur de la victoire ou défaite, il y a d'autres statistiques qu'on peut Oui, analyser, absolument, absolument. qu'on peut comparer versus d'autres équipes, et que je suis capable de dire qu'on a quand même eu du succès à un certain moment. Dieu sait que le football, c'est un sport qui est joué avec 12 joueurs sur le terrain, donc même si tu as 5 O-line qui fait bien, ça se pourrait qu'il y ait d'autres problèmes ailleurs, comme des fois, ça se pourrait que ce soit la O-line qui soit le problème, puis qu'il y ait d'autres joueurs qui compétitionnent, qui ont du succès aussi. Parce que pourquoi je te demandais ça, c'était un peu aussi, quand tu es arrivé comme entraîneur de la ligne à l'attaque, vous étiez quand même il y avait une nouvelle ère, là, c'était un nouvel entraîneur-chef. Est-ce que, en tant que coaching staff, vous aviez un plan, comment je te dirais, à long terme pour grandir en tant qu'équipe? Là? Puis est-ce que ce plan-là, depuis que tu es là, avec ta première année, ça va bien? Là? Ouais, c'est sûr que je pense que chaque organisation au pays a toujours l'intention d'avoir du succès et d'avoir une bonne fiche. Il faut comprendre aussi que notre réalité, nous, à Sherbrooke et toutes les autres équipes qui jouent dans la RSEQ, c'est qu'on joue 2 fois contre chaque équipe. Donc, nos calendriers sont un peu différents que celles de l'Ontario, par exemple, là, qui juste nos voisins, puis les Maritimes sont un peu dans le même bateau que nous. Donc, on a la chance de jouer 2 fois contre chaque équipe. Puis, bien évidemment, il ne faut pas enlever Laval, Montréal de l'équation, qui sont reconnus comme étant deux des plus grandes forces au pays, mais il faut aussi mettre sous le silence là, les progrès de Concordia et de McGill dans les dernières années, qui sont rendus des équipes très compétitives. Donc, c'est sûr que notre plus gros des combats, nous, à l'interne, c'est la guerre du recrutement, où est-ce qu'on veut devenir de plus en plus productif. Moi, présentement, je suis en train d'entamer ma 2e année comme coordonnateur du recrutement au sein de l'Université de Sherbrooke. Donc, l'an dernier, ça a été ma première. Puis je suis très, très, très heureux et satisfait de la cohorte qu'on a été capable d'amener. Donc, ça m'amène à dire que nous, notre philosophie en tant qu'organisation, dès notre première année, c'était d'avoir beaucoup de succès dans le recrutement puis d'être capable d'amener des joueurs de l'île de Montréal, de Québec à Sherbrooke le plus possible. Puis d'année en année, on réussit à augmenter nos ratios et d'avoir des joueurs qui sont un petit peu plus compétitifs pour être capable de compétitionner contre le reste des équipes. Donc, présentement, en tant qu'organisation, les fiches de victoire et défaite ne sont pas nécessairement similaires au succès que nous, on observe à l'intérieur de l'organisation avec le recrutement et la progression en tant que coaching staff. Il ne faut pas mettre de côté aussi que Sherbrooke est un jeune coaching staff avec certains entraîneurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le niveau universitaire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis, en tant qu'organisation, on est très content de la progression du programme en 3 ans. Ben, qu'on voit à l'intérieur du programme. Ouais. Ça va un peu avec qu'est-ce qu'on voulait te demander suite à ta première année. Là. Puis, on voulait te parler de recrutement, là, c'est-à-dire que tu fais ta première année, tu apprends de ta première année, c'est ta première année comme coach. Puis là, tu te retrouves dans une position qu'il faut que tu recrutes pour ta 2e année. Comment ça se passe, puis je m'explique comment ça se passe dans ton contexte. Là. C'est-à-dire que c'est... Tu sais, veux pas, là, les gars savent que tu as coaché, moindrement s'ils font des recherches sur toi, ils savent que tu as coaché à l'Université de Montréal. Toi, je pense que quand tu as été dans cette situation-là, qui était il n'y a pas si longtemps que ça à cette époque-là, tu as dû considérer ne serait-ce que 10 secondes d'aller à Sherbrooke, dans le sens que c'est une ligue où il n'y a pas tant d'équipes que ça. Fait que tu as choisi d'aller à l'Université de Montréal. Comment tu te retrouves dans cette position-là où il faut que tu convainques un joueur de choisir Sherbrooke quand tu veux pas, quand toi, tu avais choisi l'Université de Montréal? C'est une excellente question. Puis je dirais que ce qui est important là-dedans, c'est de réaliser un peu la réalité de Sherbrooke versus la réalité de Montréal. Ce qui est drôle en plus, c'est que moi, en tant qu'athlète collégial, quand c'était le temps de prendre ma décision, j'hésitais entre 3 universités, puis c'était York, à Toronto, Montréal et Sherbrooke. Donc, Sherbrooke était quand même dans mes plans en tant que jeune joueur collégial. Puis l'année où je devais prendre ma décision, il y avait eu un changement aussi en tant que coaching staff à Sherbrooke cette année-là. Donc, mon choix, c'était vraiment terminé sur Montréal et York. Heureusement pour moi, j'ai décidé d'aller à Montréal.
Si Marco écoute le podcast, il va rire, je suis convaincu, parce qu'on a toujours une bonne conversation concernant ça. Mais maintenant que tu fais partie de l'organisation du Vert et Or, c'est sûr que, personnellement, je n'oublie pas mon passé avec les Carabins et tout ce que le programme peut offrir et tout. Mais quand tu arrives à Sherbrooke, maintenant, tu te mets dans le contexte de cette ville-là. Tu essaies d'en apprendre davantage sur l'université, les programmes, la qualité, c'est quoi les forces, les faiblesses. Puis, le recrutement, sans dire que c'est de la vente, mais tu essaies de promouvoir ton université, ton institution académique en premier, bien évidemment, parce que les gars, c'est des étudiants athlètes. Donc, tu te dois de connaître justement les forces et faiblesses de ton université sur le bout de tes doigts. Puis ensuite de ça, d'un point de vue football, c'est le côté qui est le fun. Donc, tu vends ton programme de foot à n'importe quel jeune qui provient du collégial. C'est ça qu'ils veulent entendre, c'est ça qu'ils veulent voir. C'est quoi que tu es capable d'offrir comme projet. Donc, peu importe l'université que tu visites, tous les joueurs collégiales ont du plaisir à parler de football. Peu importe c'est qui le coach, c'est qui le programme, puis c'est quoi les couleurs de l'école. Tu comprends? Donc, au moment que tu prends ça en considération, là, le recrutement prend une nouvelle tournure. Donc, en tant qu'ancien carabin, bien évidemment, est-ce que je veux être capable de voler des joueurs du calibre des carabins? Absolument. C'est un peu une motivation personnelle pour dire, hey, si je suis capable d'aller chercher ce gars-là qui hésite entre Montréal et Sherbrooke, pour moi, c'est une victoire personnelle. Donc, dans ma première année de recrutement, ça a super bien été. Une des raisons majeures pour ça, c'était pas nécessairement moi en tant qu'entraîneur, mais le fait que j'étais capable d'offrir pas des postes de partant, mais que j'avais 4 partants qui étaient partis, qui étaient gone. Donc, j'étais capable d'offrir à certains joueurs de pouvoir compétitionner rapidement à l'université. Puis, il y a certains joueurs qui en ont pris avantage et qui aujourd'hui sont récompensés de cette décision-là. Donc, pour moi, ça a vraiment été ça, cette transition-là de Montréal-Sherbrooke, de savoir c'est quoi les forces et les faiblesses de Montréal, de l'île de Montréal, parce que j'ai vécu là pendant 5 ans. Donc, tu sais, je sais c'est quoi faire une épicerie à Montréal, puis il faut que tu attendes ton autobus, il faut que tu prennes le métro pour aller à ton meeting, là, la neige, puis toutes ces affaires-là, tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand il y a des jeunes qui me posent des questions, bien, je peux leur dire, encore une fois, ça va peut-être pas mon pitch de vente de comme bâcher la ville de Montréal. Puis encore une fois, dans mon style de recrutement, je ne suis pas le coach qui va parler des autres programmes. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais parler en bien des autres programmes, je vais parler en bien des autres entraîneurs. Je donne l'exemple d'un gars comme Marc Glaude. Marc Glaude, c'est un de mes meilleurs amis, coach Johan à McGill. Je ne vais pas bâcher Marc Glaude. Au contraire, quand il y a des gars qui vont me parler, qui parlent de McGill ou qui me parlent d'autres équipes, bien, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler en bien. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ça qui est important de faire. Je pense que les jeunes apprécient ça énormément. Quand il y a des gars qui m'appellent et qui me disent « Ah, j'ai décidé d'aller à telle université », bien, il n'est pas rare que je vais toujours dire « Tu as pris une bonne décision, tu t'entoures de bonnes personnes, j'espère que d'un point de vue académique, et ainsi de suite. » Donc, je pense que c'est important de faire l'exercice. C'est important de faire l'exercice à Sherbrooke, de vraiment connaître mes environs, savoir qu'est-ce qui était avantageux, qu'est-ce qui était bon pour un étudiant athlète ici. Et ensuite de ça, c'était de le mettre en plan d'attaque dans une perspective. En parlant de recrutement, lorsque tu fais du recrutement, lorsque tu regardes du tape, quelle qualité t'aimes chez un O-line? Quelle qualité tu recherches? C'est une excellente question, encore une fois. La première chose que je vais vouloir analyser pour un joueur de ligne à l'attaque, surtout, ça va être la façon de comment il se déplace, comment il bouge. Souvent, c'est quelque chose de naturel. Donc, est-ce que le joueur est fluide? Est-ce que le gars se déplace bien? Puis ensuite de ça, c'est sûr que le 16 va rentrer en considération. Parce que s'il y a un O-line qui joue dans un cégep en division 3 puis qui fait 5 et 9, 180 livres, il y a des fortes chances que le gars bouge bien. Mais quand tu es capable d'analyser un joueur qui fait 6 pieds 3 puis 180 livres puis qui bouge bien, là, ça rentre vraiment encore plus dans ta perspective de que c'est pas un bon O-line collégial. Donc, ça, c'est les facteurs que je regarde vraiment à l'œil. Est-ce que le gars bouge bien? Est-ce que le gars se déplace bien au sol par la base? Et ensuite de ça, bien là, je rentre un petit peu plus dans le technique. Le positionnement des mains, le positionnement des pieds, la régularité au niveau de garder ses hanches parallèles à la ligne de mêlée, son pad level. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont rentrer en considération. Puis, dans le recrutement par après, d'un point de vue athlétique, c'est ce côté-là, mais un des facteurs les plus importants pour moi, c'est l'académique. Est-ce que l'étudiant est bon ou non à l'école? Parce qu'il y a une grosse différence souvent dans l'éthique de travail d'un individu qui a 19 de cotère puis l'autre a 32 de cotère. Donc, c'est d'apprendre justement à savoir
sans nécessairement discuter avec le joueur, discuter avec les entraîneurs, ben, l'académique va souvent te donner une bonne idée de est-ce que le jeune a des problèmes, y a-tu TDAH ou y a-tu juste pas d'éthique de travail, y a-tu une bonne rigueur, y a-tu un suivi académique à son école ou quoi que ce soit, peu importe. Donc, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte, puis ça m'en dit beaucoup justement sur est-ce que le gars a un type de travail. Bon, ça, c'était ta première année. Si on parle de ta deuxième année, qui... Je te vois sourire déjà. Regarde, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de ta deuxième année, c'est-à-dire ta nomination, on va dire, juste avant la saison comme coordinateur offensif, un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es retrouvé dans cette position-là? Si la première année était une année d'adaptation et d'apprentissage, la deuxième, elle était fois 1000. Aujourd'hui, j'en ris parce que dans le contexte que je suis présentement, je suis extrêmement heureux de côtoyer les coachs avec qui je suis. Je suis extrêmement reconnaissant du support que les entraîneurs ont eu durant toute la saison avec moi, ma deuxième année. Ça n'a pas été évident pour moi personnellement. Ça a été vraiment difficile sur plein de facteurs, d'un point de vue là, de performance, d'un point de vue personnel. Il y a des moments qui ont été vraiment difficiles, mais ça a probablement été la meilleure année que j'ai eue à vivre. Sans dire que j'étais tout seul là-dedans, évidemment, j'étais avec on était 2 entraîneurs offensifs à temps plein jusqu'à temps que ça arrive. Donc, j'étais rendu le seul entraîneur à temps plein à Sherbrooke. Donc, il fallait que je fasse beaucoup de travail. Ça a été toute une année. Donc, si je peux y aller du début et essayer de vous donner une bonne histoire pour votre podcast, je revenais de Team Québec. On venait de gagner le East Challenge avec le U16. C'était ma première expérience là, avec les moins de 16 ans. Ça a été une super belle expérience. Les gars de 15 ans étaient peut-être un petit peu drainants que les gars de 17 ans que j'avais côtoyés l'année d'avant. Donc, j'avais hâte de revenir chez nous pour profiter de mes 2 semaines de vacances avant de commencer le camp d'entraînement. Puis 2 jours après, je reçois la nouvelle que je vais potentiellement devenir coordinateur offensif par interne. Donc là, moi, 2 jours de congé où est-ce que je viens de déménager dans une nouvelle résidence, je suis en train de dépacter mes affaires, faut que je visse des affaires sur les murs, faut que je monte ma TV, faut que je fasse les lits, toutes ces affaires-là. Maintenant, je dis à ma blonde, il faut que tu fasses ça tout seul parce qu'il faut que je fasse un playbook offensif en 2 semaines. Donc, ça a été toute une expérience. Ces 2 semaines-là ont été là, ultra drainantes, pas juste pour moi, mais pour Coach Lecton, qui a été vraiment un gros support durant ces 2 semaines-là. Les autres entraîneurs aussi m'ont donné un gros coup de main. Donc, on a passé beaucoup de temps. Fait que, en 2018, j'ai eu 2 jours de congé dans mon année pratiquement pour ensuite de ça bâtir un système offensif. Ça devait d'être très simple parce que vous comprendrez que je ne peux pas garder le playbook qu'on avait roulé durant toute l'off-season puisque le coordinateur n'était plus là. Donc, si je commence à utiliser les mêmes formations et ces choses-là, ça va être facile pour lui d'analyser ce qu'on fait offensivement. Donc, évidemment, j'ai gardé quelque chose parce que c'était très intéressant comme système offensif, bien évidemment. Mais encore une fois, je l'ai amené un peu à ma manière, à comment je voulais exécuter certaines choses. Donc, pour moi, ça a été 2 semaines là, dans le playbook, créer des jeux, des systèmes, des concepts simples pour les boys. Certains vétérans m'ont donné un coup de main aussi. Mes carrières étaient présents pour me donner un coup de main aussi. Savoir qu'est-ce qui était à l'aise. Puis je ne voulais pas rentrer dans le système que mon carrière n'était pas à l'aise avec. Donc, il y a eu quand même un gros mot à dire. Puis, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de dire es-tu à l'aise avec ça? Si tu trouves pour le training camp, qu'est-ce que tu aimes? Quel concept que tu aimais dans tes dernières années? Fait que je donnais des devoirs, mes QB, me ramenaient des systèmes, me ramenaient des concepts sur le tel coverage, des petites choses comme ça. Le run game, bien évidemment, vous comprendrez que j'étais très à l'aise à jouer avec ça. Donc, mes O-line ont embarqué là-dedans aussi facilement. Moi, j'ai embarqué dans ce projet-là. Donc, ça a vraiment été ça mon off-season. Puis ensuite de ça, ben là, la saison a commencé.
game planning, c'était les pratiques, faut que tu fasses du recrutement à travers tout ça. Donc, tu sais, c'était des semaines de fou. Puis j'avais certains autres entraîneurs qui étaient là pour me donner un gros coup de main aussi. Que ça m'a aidé à prendre à gagner certaines heures de sommeil durant cette année-là. Mais, en général, ça a été ça. La saison, il y a eu des bons moments, des moins bons moments. Le meilleur moment, je dirais, de cette saison-là, ça a été la dernière game de l'année contre Concordia, où est-ce qu'on a réussi à gagner ce match-là puis avoir une chance de faire les séries éliminatoires. Donc, on avait été joué à Laval et malheureusement, on s'était incliné en play-off. Donc, malgré tout ce qui s'était passé à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre, sans dire que je m'étais dit succès accompli, parce que bien évidemment, vous comprendrez que le succès accompli universitaire, c'est capable de se rendre à la Coupe Dunsmore et ensuite de ça, potentiellement gagner la Coupe d'année. Mais pour moi, ça avait été une victoire personnelle de dire j'ai réussi comme à ce qu'on se rende en séries éliminatoires avec toutes les circonstances qui s'étaient passées avec nous. De ne pas être l'équipe où est-ce qu'on a fini 0-8 avec genre 7 points marqués à l'offensive. Donc, on a quand même été capable de compétitionner, même si ça a été probablement une des pires saisons offensives de Sherbrooke. Et vous comprendrez que dans les circonstances qui étaient là pour moi, c'était un vrai nightmare, mais on a réussi à en sortir beaucoup de positifs et à apprendre de cette année. Ensemble. De ce rôle-là de coordinateur offensif que tu as eu assez rapidement, puis à un niveau assez élevé, qu'est-ce qui a été le plus... à quoi tu ne t'attendais pas, en fait, du rôle? Ben, la chance que j'avais la chance que j'avais, on s'entend, c'est relatif, là, mais j'avais eu la chance de travailler avec un coordinateur offensif à temps plein l'année d'avant. Quand tu es, mettons, un entraîneur de position collégiale où est-ce que tu n'as pas nécessairement la chance de côtoyer ton coordinateur offensif à tous les jours, ben c'est difficile d'avoir une ligne directrice. Donc, moi, cette année-là, sans dire que je savais tout et que je connaissais tout, mais j'avais une bonne idée un peu de où m'aligner, qu'est-ce que je devais faire pour être capable d'offrir un produit qui est crédible et qui fait beaucoup de sens universitaire. T'sais. Est-ce que j'ai laissé plein de choses de côté? Absolument. J'étais le seul entraîneur à temps plein offensif qui était là. Donc, tu sais, dessiner les cartes, game planer, faire mes QB wristbands, faire l'analyse de la défensive, rentrer des datas. Toutes ces affaires-là, c'est des choses que je devais faire. Donc, tu sais, il a fallu que je mette plus de temps à quelque part, moins de temps à l'autre, mais sans dire que j'ai été surpris. Les choses que je n'ai pas vues, ben, je les ai juste pas vues. Donc, j'ai comme pas eu le temps de me rendre compte que, j'ai oublié de faire ça. Moi, j'aurais dû donc faire ça. Donc, ça a été pas mal ça en première année. Je me suis dit, ça, c'est mes priorités. Je me dois d'être capable de fournir ça à chaque semaine. Puis ça, j'ai été capable de le remplir à chaque semaine. Donc, j'ai toujours respecté mon plan, mais j'ai laissé plein d'autres choses de côté parce que je n'avais pas le choix. Tu sembles utiliser beaucoup tes vétérans, puis aussi tu as été dans ce contexte-là en tant que joueur, c'est-à-dire qu'à ta dernière année au Carabin, tu expliquais que ton coach, il était proche de ton coach. Est-ce que ça a été peut-être un outil que tu as utilisé à cette année-là? Là? C'est-à-dire que est-ce que tu avais autant de temps à passer avec ta ligne à l'attaque? Puis est-ce que peut-être tu t'es servi de tes vétérans pour essayer de gagner en autonomie, pour te laisser du temps pour faire d'autres tâches reliées à la coordination de l'attaque? Dans ce contexte-là, c'est sûr que j'ai passé quand même beaucoup de temps avec mes joueurs parce que j'avais besoin de leur feedback, surtout les vétérans dans cette année-là. J'avais certains receveurs qui étaient excessivement intelligents et qui comprenaient vraiment bien la game, qui m'amenaient sa perspective d'un point de vue de receveur, ce que j'avais besoin aussi pour comprendre dans quelle situation, dans quelle réalité je te positionne en ce moment. Je n'ai pas l'expérience d'un coordinateur comme Marco Justin Thier ou Dave Lessard, par exemple. Donc, j'avais beaucoup à apprendre, mais ces gars-là aussi avaient appris d'un gars comme Mathieu Pronovo, avaient appris aussi d'un gars comme David Lessard. Donc, ils étaient capables de m'amener du bon feedback de ce que ces entraîneurs-là faisaient et qu'ils avaient du succès avec ça. Donc, j'étais capable d'utiliser certaines connaissances, certaines compétences de ces entraîneurs-là sans même qu'eux le sachent. Mais aussi, j'ai eu la chance de côtoyer Marco à Team Québec et Justin ici à Team Québec. Donc, je garde toujours toutes mes affaires de ces camps-là. Donc, j'étais capable d'aller rechercher certaines structures
de comment ils dessinaient leur game plan, de comment ils faisaient leur call sheet, comment ils imprimaient leur jeu et tout. Donc, c'est des affaires que j'avais utilisées pour donner un coup de main. Mais encore une fois, les vétérans ont un gros mot à dire. Bien évidemment, les recrues, eux autres, sont un petit peu moins là, présents dans ces situations-là parce qu'ils ne veulent pas nécessairement trop déranger. Mais je passais quand même beaucoup de temps en termes de préparation et de développement, tant mes recrues que mes vétérans. Donc, quand j'avais le temps d'aller dans le gym et faire un petit peu de technique avec un O-line que je savais qu'il allait probablement avoir du terrain cette fin de semaine-là, mais ça ne me dérangeait pas de prendre un 30-45 minutes et aller y enseigner quelques petites affaires que je voulais m'assurer qu'ils comprennent pour qu'ils soient capables de bien l'exécuter durant la semaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, absolument. Ben, tu sais, je veux dire, d'un point de vue externe, là, quand on a vu ça arriver, tu sais, en tout cas, moi, perso, j'essaie de me mettre à ta place, puis tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment être prêt, puis il y en a qui disent que c'est dans des situations instables qu'on apprend le plus, là, fait que c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est une année où tu as appris beaucoup. Oui. Ça, c'était ta deuxième année. Oui. Fait que tu dis qu'une première année, ton objectif, c'était d'apprendre. Ta deuxième année, veux pas, ça a été ça a été ça aussi. Est-ce que, avant de passer à ta dernière année, ta troisième année, ta saison 2019, est-ce que ça a été dans les plans que peut-être tu gardes ce poste-là, cette tâche-là de coordonnateur offensif? Coach Lecomte m'en avait discuté pour me dire justement, tu pourrais-tu répéter, mettons, l'expérience, mais avec une année complète de préparation et tout. Puis moi, j'ai dit ouvertement, moi, mon objectif, c'est de donner le meilleur coach de O-line au pays. Moi, c'est ce qui me drive. Coacher la O-line, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Je veux devenir le meilleur coach de O-line qui existe au pays. Puis j'ai dit, si on trouve quelqu'un de plus compétent que moi en tant que coordinateur offensif, ça va me faire plaisir de travailler avec lui. Par contre, si on ne reçoit pas des belles candidatures, par exemple, ben là, c'est là que je me suis dit, ben peut-être que pour le bien du programme, je reprendrai le poste de coordinateur, puis je prendrai le temps de m'investir vraiment, puis d'apprendre, de bâtir un système vraiment à mes couleurs, puis ce que j'aime, en quoi je crois, en quoi je believe. Donc, on a eu la chance, bien évidemment, d'avoir certains entraîneurs très qualifiés qui ont appliqué pour le poste. C'est là que je me suis dit, c'est bon, je peux commencer à me préparer comme étant un coach O-line. Puis on a été très, très, très chanceux de mettre la main sur un gars comme Justin Chapdelaine, avec qui j'avais eu la chance de travailler à Football Québec, Team Québec l'été d'avant aussi. Donc, j'avais une bonne idée de comment il travaillait. Puis, bien évidemment, Jacques, son père, qui était, sans dire une légende, mais quelques personnalités très connues au niveau du football Québec, au football québécois et même canadien. Donc, il y a beaucoup de knowledge, beaucoup de connaissances au niveau du football. Puis, ça a été le fun de mixer les deux ensemble et de se retrouver encore si on avait eu beaucoup de plaisir à coacher ensemble dans le football. Donc, oui, l'opportunité avait été là, mais j'ai refusé parce que je savais qu'on allait, pour le bien du programme, trouver quelqu'un qui était nettement plus compétent que moi à cette position. Est-ce qu'à ton retour comme, entre guillemets, simple coach O-line, uniquement coach O-line pour la saison 2019, est-ce que le fait d'avoir été coordinateur à l'attaque, ça a changé ton approche, ta perception, autant de la game qu'avec ton unité? C'est sûr que tu commences à voir la game différemment un petit peu. Je ne te mentirais pas que les premières semaines, quand je me suis assis chez nous à faire du tape et à regarder des DB, là, puis des couvertures, j'étais comme ouais, c'est différent que gérer des stunts puis des blitz. C'était un petit peu différent, mais ça m'a amené à comprendre vraiment plus la connexion des 12 joueurs ensemble sur le terrain. L'alignement des joueurs va vraiment changer. Par exemple, là, la structure défensive, la couverture. Donc, j'ai appris à regarder vraiment l'ensemble du jeu, plus que souvent les coachs O-line ont tendance à regarder juste la boîte.
Nous autres, la première chose que les coachs O-line font quand ils ouvrent Huddle, souvent, c'est qu'ils vont cliquer sur le petit paramètre et qu'ils vont enlever le wide pour juste regarder le type. On ne veut pas voir ça, nous autres, le wide. Mais depuis que j'étais coordonnateur, wide tight tout le temps, je regarde la structure défensive, je regarde l'alignement. J'essaie de prendre le plus d'informations possible pour être capable d'en apprendre plus sur ce qui se passe. Donc, tout ça, j'essaie de le simplifier pour mes O-line dans des concepts là, de inside zone, outside zone, protection de passe et tout, d'essayer de leur donner les clés que moi, je trouve les plus flagrantes chez une défensive pour qu'ils soient capables de prendre, eux, à leur tour, plus d'informations sur le terrain. Donc, cette expérience-là m'a amené à devenir un meilleur enseignant dans une matière beaucoup plus spécifique. Donc, c'est de prendre ces informations-là, encore une fois, de les simplifier, d'être capable de les enseigner à tes O-line et qu'eux soient capables de l'appliquer directement sur le terrain. Donc, cette expérience-là m'a amené à, justement, à faire cet enseignement-là. Là où on en est maintenant, comment tu te décrirais comme coach? Quel est ton style de coaching? Style de coaching. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur justement les styles de coach là, qui sont capables là, de, sans dire mettre un coach dans une boîte, là, mettons, Pete Carroll, tel type d'entraîneur, Bill Belichick, tel type d'entraîneur. Je n'ai pas pris le temps vraiment d'analyser ce contexte-là, là, vraiment d'un point de vue scientifique, dire je suis délibérément ce type d'entraîneur-là, mais si je le fais de façon simple, je suis clairement un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui est à l'écoute de ses joueurs. Je trouve que le feedback de tes joueurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au début du podcast, ce que j'ai fait sur le terrain n'existe plus. Ça a été fait ça, il y a quelques années. Le joueur qui est sur le terrain, c'est lui qui est important présentement. Je ne peux pas dire à un joueur, fais ça parce que moi, j'ai fait ça quand j'ai joué contre telle équipe. Maintenant, c'est d'essayer de mettre ce joueur-là dans la meilleure position possible. Puis la meilleure personne qui peut me ramener du feedback de ce qui se passe sur le terrain, c'est qui? C'est le joueur. Donc, pour moi, les joueurs ont vraiment une grosse priorité. Puis quand les joueurs, mettons, sans dire qu'ils sont mis de côté, mais que c'est le temps de moi d'être dans un bureau puis faire du foot, bien, je suis quelqu'un qui va investir beaucoup de temps et beaucoup d'heures dans ma préparation. Il y a plusieurs entraîneurs à Sherbrooke qui sont extrêmement cartésiens puis qui sont extrêmement bien disciplinés puis que le lundi, c'est ça que je dois faire. Le mardi, c'est ça que je fais. Mes documents sont montés de telle manière. Puis j'apprends beaucoup de ces coachs-là pour justement aller chercher cette structure-là en tant qu'entraîneur quand c'est le temps d'être un coach. Mais quand tu es sur le terrain avec tes joueurs, je suis vraiment quelqu'un qui est présent, qui écoute pour ces gars, qui essaie de mettre les gars dans la meilleure position possible. C'est vraiment ça mon style de coach. Il y a comme le coach sur le terrain puis le coach quand c'est le temps de travailler business. Qui se veut d'être super structuré et passer beaucoup de temps et beaucoup d'heures. Pas parce que tu n'es pas au bureau, tu ne fais pas du foot. Avec le setup que j'ai chez nous, je garantis que quand je reviens chez nous, c'est comme si j'étais encore assis au bureau, mais avec mes chats qui sont en train de me gosser dans le bureau. Ça fait un moment que tu es impliqué dans le football. Tu as croisé beaucoup de monde, dont notablement le Charles Bentley. Est-ce qu'il y a d'autres coachs mémorables que tu as en mémoire, que tu as croisés dans ta carrière, autant comme joueur que comme coach? C'est sûr que moi, je suis toujours reconnaissant des entraîneurs qui m'ont côtoyé. Chaque entraîneur m'a appris quoi. Que ce soit Pierre Pou, Régent Tanguay quand j'étais au secondaire, à Mathieu Joyal ou Roger Delisle au collégial, ou Alain Mengui, Tony Adona, Marco Yadeluca, Tani Machocha à l'université, ou encore une fois Guillaume Boucher, Mathieu Lecomte, Kevin Régimbal, Justin Chapdelaine, Brent Bailey. Tous ces coachs-là m'ont tous appris quoi de vraiment intéressant. Le Charles Bentley a vraiment été celui qui, d'un point de vue technique, m'a énormément aidé à devenir un technicien en tant que coach. Mais je te dirais que mon expérience avec Dan DeRazio, avec les Argonauts de Toronto l'été passé, a été quelque chose aussi qui m'a aidé énormément d'un point de vue plus coach, structure, puis game planning, comment tu présentes tes concepts. Ça a vraiment été quelque chose de super intéressant pour moi. Donc, il n'y a pas nécessairement un coach qui s'est plus démarqué qu'un autre. Pour moi, ils ont tous été importants. Mais encore une fois, j'essaye beaucoup d'apprendre de d'autres entraîneurs. Puis la meilleure façon d'apprendre de ces coachs-là, ben, c'est les cliniques. Donc, tu sais,
On est allé à Dartmouth, les entraîneurs de Sherbrooke ensemble pour apprendre de certains coachs qui étaient là. On est allé à des Nike Clinic of the Year au Connecticut. Je suis abonné à Coach Insider sur Internet où est-ce que j'écoute là, des conférences de PJ Fleck, de Matt Rule, tous les coachs que je trouve vraiment intéressants. J'essaie d'écouter et d'apprendre. Un gars comme James Franklin, je suis un gros fan de Penn State, donc j'essaie d'apprendre de ces gars-là le plus possible. Donc, c'est vraiment... je ne serais pas où est-ce que je suis sans nécessairement l'aide de chaque entraîneur. Chaque entraîneur ont comme semé une graine en moi qui est rendu l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Puis ça va à un coach comme Guillaume Couture, à IMS, parce qu'on a fait IMS ensemble, Pierre-Emile, dans les bonnes vieilles années avec... voyons, je ne me rappelle plus du nom du head coach qu'on avait, là, mais lui aussi m'avait marqué. Coaché à Selwyn House, je me rappelle plus son nom. Mike Morovitch. Mike Morovitch. On joue contre Uruguay aujourd'hui. C'est des entraîneurs qui m'ont vraiment aidé, jusqu'à même Brad Collinson, qui est rendu l'entraîneur-chef de Concordia, où est-ce qu'il avait été mon coach de ligne à l'attaque à Team Québec. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ces entraîneurs-là, puis je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui sans leur aide et leur reconnaissance. Est-ce que tu as déjà vu ou témoigné d'une superstition d'avant-match un peu bizarre? Oh boy. Hors du commun, plutôt, je devrais dire. Ouais. J'en ai fait partie d'une. Ah ouais? Okay. Ben oui. Puis ça va me faire plaisir de vous le partager. Puis j'espère que les gars avec qui j'étais vont écouter cette partie-là parce qu'ils vont rire, ça c'est sûr. On avait une tradition d'avant-match où est-ce que les 4 O-line de Montréal, mettons, avec qui on s'entendait super bien, puis souvent, il y avait d'autres O-line qui se greffaient à nous. Mais admettons, le quatuor, c'était moi, Marc Glaude, Jean-Christophe Labrec, puis Arnaud Gendron Dumouchel. Puis, sans dire qu'Arnaud était notre souffre-douleur, mais pas loin. Comme, on avait beaucoup de fun avec lui. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait toujours, quand on jouait à domicile, on allait toujours s'asseoir dans l'aréna. Donc, on a des gros bonhommes, nous autres. Fait que, quand je vous disais au début là, que les gros ont vécu toute la même réalité, là, avant une game, tu mets tes culottes de match, tu es déjà en sueur, fait que là, tu t'en vas te refroidir dans l'aréna. On avait une tradition où est-ce qu'on prenait le soulier d'Arnaud puis on le lançait en plein milieu de la glace, puis lui, il fallait qu'il aille le chercher. Fait que, au moment qu'il revenait, ben là, nous autres, on partait, fait que lui, il était encore sur la glace, puis là, on se retrouvait tous les 4 dans le vestiaire puis on partait à rire. Fait que ça, c'était notre tradition d'avant-match qui nous faisait là, vraiment rire. Et on avait bien du fun à jouer ce tour-là à Arnaud. C'était notre tradition à nous, là, mettons, qui m'inclut moi, là, qui était bizarre. Si tu devais choisir 2 valeurs. Respect, effectivement. Et l'autre valeur que j'aurais, que j'aime beaucoup, c'est l'audace. Je ne mentirais pas que mon move de partir de Montréal quand j'avais un job avec le Canadien de Montréal qui était quand même relativement bien rémunéré, puis ma blonde qui était encore aux études, puis tout, on a vraiment fait preuve d'audace de laisser ça de côté, de rentrer à l'Université de Sherbrooke dans un milieu qu'on ne connaissait pas, dans un environnement, encore une fois, qui était complètement là, hors de l'horizon pour nous. On ne savait pas à quoi s'attendre. Est-ce qu'après un an, ils vont juste dire « finalement, ça ne marche pas, fait que tu peux retourner vivre à Montréal, tu comprends? » Donc, moi, l'audace, ça a été une valeur qui a été vraiment importante pour moi. Mais sinon, le respect, ben, c'est la valeur que tout passe par là. Si tu manques de respect envers un coéquipier, ben, ça prouve qu'il y a un certain problème au sein de ton organisation. Donc, avec le respect, tu es capable de tout dire. Quand tu es capable de tout dire, c'est là que tu es capable de grandir. Je trouve que c'est les 2 valeurs. Pour moi, là, il y en a plusieurs autres là, qui sont vraiment importantes, mais le respect et l'audace, c'est 2 valeurs qui sont importantes. Quel serait le joueur le plus underrated que tu aurais croisé? Le joueur le plus underrated? Le ou les? Peut-être qu'il y en a plus qu'un, ça se peut. Je vais y aller avec... je vais y aller avec un gars que j'ai joué et un gars que j'ai coaché. Un gars
un gars avec qui j'ai joué, puis je vais juste parler d'O-line, un gars avec qui j'ai joué qui a été underrated, puis que je trouve qu'il était très, très bon. Bien évidemment, je pense à un coéquipier comme J.C. Labrec et Marie-Claude, d'autres ont été reconnus. Mais un gars comme Gustave Sylvestre, avec qui je joue, puis vous connaissez très bien, c'est un ancien produit des Cactus de Notre-Dame. Quand je suis arrivé, Gustave, il a toujours été reconnu comme étant un bon joueur, mais au niveau universitaire, il n'y a pas nécessairement le physique le plus dominant ou quoi que ce soit. Mais quand je jouais avec ce gars-là, c'était mon partner à gauche, c'était mon left tackle, puis il était tellement bon, il comprenait la game, il savait exactement ce qu'on devait faire, puis je trouve qu'il n'a jamais vraiment eu le crédit qu'il méritait à l'université, nécessairement. Mais pas à l'intérieur, mais peut-être à l'extérieur. Reconnaissance de d'autres équipes et tout. Mais je trouve que ça a toujours été un bon joueur qui, à mon humble avis, a vraiment été dominant. Là, si je ne me trompe pas, je pense qu'il joue en Europe. Mais si Gustave, il comprend, il écoute ce podcast-là encore une fois, qu'il sache que moi, ça a été quelqu'un que j'ai trouvé excessivement talentueux, vraiment bon, qui m'a permis aussi de devenir un meilleur roulant en général. Fait que le gars avec qui j'ai joué, qui était peut-être underrated à l'époque, c'était Gustave. Mais quand je suis parti, ben là, c'est là qu'il a commencé à être reconnu. Puis, sinon, à l'Université de Sherbrooke, un gars qui a vraiment été underrated, que j'ai eu vraiment beaucoup de fun à coacher et que j'ai trouvé vraiment bon, ça a été un gars qui s'appelle Jérémy Paquin. C'est un tackle qui a joué à Trois-Rivières. Puis, il n'avait jamais vraiment starté quand je suis arrivé. C'était un finissant. Le gars, il devait mesurer genre 6'3", 255 livres. Tu dis, tu ne veux pas mettre ce gars-là sur le coin, il va se faire défoncer, puis il n'a pas donné un sac de l'année. Il a joué 2 games contre Mathieu Betts, puis j'étais tellement satisfait de ses performances. Il appliquait la technique que j'enseignais vraiment on point, il était vraiment bon, il était vraiment talentueux. Il n'y a pas eu de shot professionnel ou quoi que ce soit, mais ça a été un jeune que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à coacher. Il était tellement le fun à coacher, puis il comprenait, il venait faire de la technique avec moi, même s'il avait 24 ans, puis moi j'en avais 25. Il venait passer beaucoup de temps avec moi, il essayait d'en apprendre davantage, puis c'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de succès. Bien évidemment, c'est des gars que, juste pour les nommer, là, un gars comme Francis Lapointe, un gars comme Antoine Demers, puis au grade, tous des gars qui ont eu du succès qui étaient bons, mais que je pense qu'ils ont tous été reconnus à leur juste valeur. Mais Jérémy Paquin, ça a vraiment été un gars qui était underrated, selon moi, mais que personnellement, j'ai vraiment aimé ses performances. Est-ce que tu as une game préférée? Ma game préférée, puis tu sais, j'ai eu la chance de jouer dans des grosses games. J'ai eu la chance de jouer. J'ai eu la chance de jouer 2 Coupes Vanier. Je n'ai gagné une, je n'ai perdu une. Mais ma game préférée, c'est la victoire de la Coupe d'Andinois en 2014 à Atlanta. Okay. Tu sais, le sentiment de vivre un rêve. C'est comme, je me rappelle comme c'était hier. Claude était assis à côté de moi, puis on s'est regardé, puis on fait, tu viens-tu juste d'arriver? Je me rappelle comme c'était hier. Boris Bédé qui rate le football, Miss Wright, Davidson qui sort du end zone, puis fait juste dropper son genou au sol, puis on vient de gagner. On capotait. Puis ça a été le plus beau des souvenirs, même que j'ai eu plus. J'ai tellement eu plus de plaisir à gagner cette game-là que gagner la Coupe Vanier. Bien évidemment, vous comprenez que gagner la Coupe Vanier, c'est incroyable, mais c'est quelque chose qui ne s'était jamais vraiment fait auparavant. On venait de marquer l'histoire de l'Université de Montréal. On était les premiers à le faire. Puis le faire à Laval, c'était toute une expérience. Est-ce que tu as un jeu préféré? Oh my God. J'ai un jeu préféré. Puis Attends. Est-ce que c'est ton toucher quand tu étais au collégial? Non, même pas. Même pas? OK. Non, même pas. L'année que j'ai été... je suis pas un toucher, mais ça, c'est moi. C'est pas grave. L'important, c'est les autres. T'sais. Puis l'année où j'ai été coordonnateur, on avait... j'avais la flexibilité de pouvoir faire ce que je voulais. Puis cette année-là, j'ai rentré du Gap Scheme. Donc, pour ceux qui ont vu ma présentation de Football Québec, vous savez à quel point j'aime le Gap Scheme et à quel point j'ai aimé ça. Quand on a joué contre Concordia, dernier match de l'année, on était dans une situation où est-ce qu'on devait... C'est un must-score. On est dans le red zone. C'est 3e et 8. Je crois 3e et 6, 3e et 8. Là, tout le monde dans le stade pense qu'on va caller une pause, genre. Mais dans le backfield, j'ai le porteur de ballon qui a fini second team All-Canadian. Puis je me suis dit, il faut que je cale le jeu, que j'ai le plus de succès. Il faut que je donne la balle à mon meilleur joueur. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Je cale un gap scheme, 3e et 8.
dans l'headset, j'ai genre mon head coach qui est silence radio, qui dit pas un mot, mais dans sa tête, il va dire « Es-tu malade? » Mon DC qui doit fermer son micro et dit « Bon, on vient de perdre la game, c'est sûr. » Mon DC qui est épais. On call le gap scheme, le jeu se déroule à perfection, ça va bien. Le free safety arrive dans le gap. Mon porteur de ballon penche le casque, il couche, rentre dans l'end zone. J'ai l'air d'un génie. C'est comme, genre, tout le monde dans le stade vire fou. Ça a été la plus belle expérience de ma vie en tant que play caller. Gap Paulin a fait le jeu de l'année. Si vous voulez aller voir ce jeu-là, regardez son highlight contre Concordia. Ça a été un jeu incroyable. C'est de loin mon jeu préféré. Parce que ce gars-là a couché un débit dans une situation critique pour scorer un touchdown qui, sans nous avoir sécurisé une victoire, ben pas loin de ça. C'était incroyable. C'est le fun parce que pour toi, c'était pas un gamble, ça. Parce que pour toi, tu t'es dit. J'ai besoin de mon meilleur jeu avec mon meilleur joueur. C'est ça mon call. 3e et 8, je m'en fous. C'est ça je call. Let's go, on le fait. Puis si je perds, ben, j'aurais perdu avec mon meilleur jeu, mon meilleur joueur. C'est quoi la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire en arrivant à Sherbrooke? Je vais prendre un peu la réponse à Marco. Un joueur qui arrive et qui pense qu'il sait tout, connaît tout, ou qui pense qu'il a la recette gagnante parce qu'il vient d'un programme qui a eu du succès ou quoi que ce soit, peu importe. Je pense que ce qui est important pour une recrue, c'est d'arriver dans une organisation et s'adapter à ce qu'eux ils font. Tu vas passer tes 5 prochaines années dans cette organisation-là. Si tu arrives de ta première année et qu'on a déjà un mauvais feeling ou déjà des petites relations qui se sont passées de façon plus ou moins plaisante avec ce joueur-là, ben, je pense que ça peut entacher ta carrière et ta progression en tant qu'athlète. Donc, en tant que recrue, c'est sûr que tu devrais arriver dans un programme où tu es motivé et tu es intéressé d'apprendre et de passer beaucoup de temps avec ton coach. Il y a certains joueurs qui vont juste dire ben, moi, je suis juste là pour le foot, whatever reason, qui vont arrêter et qui vont se présenter au camp et tu les as quasiment pas vu du off-season. Je pense que pour un jeune qui va arriver à l'université, c'est vraiment de rentrer là, dialed in dans ton programme, puis de believe, puis de croire en ce qu'on fait en tant qu'organisation. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis la chose qui est le plus importante, c'est de ne pas négliger l'école. Notre objectif principal, c'est de faire en sorte que tu vas sortir de là avec un diplôme. Donc, tu te dois de prendre au sérieux l'école. Donc, des gars qui ne vont pas avoir d'études, qui ne prennent pas nécessairement les ressources nécessaires pour avoir des bonnes notes, ou qui ne remplissent pas leur travail de fin de session, ou qui ne font pas leur examen pour X, Y raison. Ça, c'est ça l'individu qu'on veut éviter le plus possible. Donc, c'est une des raisons pourquoi nous aussi, on essaie de recruter des bons étudiants, parce que, comme je vous ai dit au début, je pense que c'est là que tu es capable d'identifier ceux qui ont une bonne éthique de travail. Non, c'est pas une science pure, c'est pas une science parfaite. Des fois, tu as des gars qui ont pas nécessairement une bonne cotère pour X, Y raison, mais qui sont hyper structurés. Mais je pense que la majorité des étudiants qui ont beaucoup de succès à l'école, ben souvent, ça va se retransmettre dans l'entraînement et aussi à l'école. Sans nécessairement s'en tenir qu'au football, pourquoi... Alors, excuse-moi, pas pourquoi, là, mais quel serait ton livre de sport préféré? Ou à recommander, en fait? Mon livre? En tant qu'entraîneur de foot, un livre que j'ai vraiment aimé lire puis apprendre, ça a été Gridiron Genius de Michael Lombardi. Quand il était GM avec les Pats, ça a été un livre qui m'a été soumis par un de mes bons amis, Marc Glaude, sans le nommer, puis que j'ai recommandé à plein d'autres entraîneurs. Marc, c'en est quelqu'un qui fait beaucoup de lectures puis qui en apprend beaucoup. C'est quelque chose que c'est une des raisons pourquoi j'adore ce gars-là. C'est qu'il m'aide à sortir de ma zone de confort. Puis, ma bibliothèque est rendue plein de livres maintenant. À cause de lui, j'ai lu plein de livres. J'ai Audible aussi, où est-ce que j'écoute des livres quand je suis en recrutement. Quand tu fais 2h30 de char aller-retour, c'est pas long que tu as fini d'écouter un livre. Donc, Darren Genius de Michael Lombardi, là, ça en dit beaucoup sur l'organisation des Patriotes, comment eux ils ont procédé justement à leur structure d'équipe, c'est quoi leurs valeurs, leur culture, c'est quoi qui est intéressant, des histoires sur comment ils draftent, comment ils analysent des joueurs. Ça a été vraiment intéressant en tant que coach de foot. Donc, pour tous les amateurs de football qui aiment ça et qui veulent en apprendre plus aussi sur l'organisation des Pats, ce livre-là, je leur recommande. Puis, pour finir, pourquoi un O-line devrait aller à Sherbrooke?
C'est une excellente question. La raison pourquoi Orlando devrait venir à l'Université de Sherbrooke, la première des choses, c'est d'essayer d'accomplir quelque chose qui n'a jamais été accompli à l'Université de Sherbrooke, de devenir potentiellement champion canadien. Aussi, bien évidemment, c'est venir à l'Université de Sherbrooke pour avoir un bon diplôme reconnu là, sur le marché du travail un peu partout à travers le monde. Mais aussi, c'est de rejoindre un groupe d'entraîneurs dynamiques qui est ultra compétent. Puis le fait qu'on soit jeune et dynamique, ben ça rend une certaine dynamique là, hors du commun dans un milieu universitaire. Donc, le fait qu'on a plusieurs entraîneurs qui ont en bas de 35 ans rend encore une fois là, l'approche un petit peu plus friendly, je dirais, mais tout aussi professionnelle et bien organisée. Que ce soit dans nos entraînements en musculation, que ce soit dans nos séances individuelles ou dans nos meetings d'équipe, dans nos conférences qu'on organise avec nos joueurs, ou que ce soit dans la gestion de notre hall d'études. Tout est connecté, encore une fois, avec la relation entraîneur-joueur. Donc, on a vraiment une belle proximité, une belle connexion avec nos joueurs. Puis si vous aviez à parler des joueurs actuels à l'Université de Sherbrooke, je suis convaincu qu'ils vont vous dire que la relation avec les entraîneurs est vraiment intéressante et est vraiment, vraiment plaisante pour un parcours universitaire. Good. That's it, hein? Ben, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Rémi. C'est tout un parcours en 3 ans. Tu as de quoi être fier. Je pense que n'importe qui peut apprendre de toi. Puis je pense aussi que toi, tu continues à apprendre tout le temps. C'est vraiment cool pour elle. La journée que tu arrêtes d'apprendre, c'est la journée que tu arrêtes d'être bon. Ouais. C'est un classique. Ouais. Ben, merci de ton temps. Ça me fait plaisir, les gars. En espérant qu'il y ait une saison, on te souhaite d'avoir bien du succès. Mm-hmm. Ça va me faire plaisir. Et tant aussi longtemps que je n'ai pas un coureur offensif qui part 2 semaines avant le camp d'entraînement, tout va bien aller. Salut, Rémi. Ciao, les boys. Bye. Ciao.